dans ces dernières 48 heures, le marché des crypto-monnaies a perdu plus de 50% de sa valeur. Donc le Bitcoin est passé à plus de 60 000 $ jusqu'à 30 000 $. Et puis on a l'Ethereum qui est passé de 4 300 $ jusqu'à moins de 2000 $. Donc comme toujours dans le marché des crypto-monnaies qui est rempli de traders retail, de personnes qui ne savent pas ce qu'ils font, bah finalement c'est un marché qui est extrêmement émotionnel, d'accord? Et c'est toujours soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Il y a des personnes qui vont dire que le Bitcoin c'est complètement l'avenir, ça va révolutionner le monde, c'est sans le Bitcoin on est voué à l'échec en tant qu'humanité, et d'autres personnes qui vont dire que le Bitcoin c'est juste une énorme arnaque, c'est une pyramide de Ponzi, peu importe. Donc ce qu'on a vu là dans les dernières 48 heures, c'est qu'on est passé d'un mood d'excitation, tout le monde veut acheter du Bitcoin parce que ça fait que monter, tout le monde est très excité à l'idée d'avoir du Bitcoin, à l'idée de gagner de l'argent, et on vient de passer à une panique complète, tout le monde a peur, personne ne sait ce qui va se passer, finalement le Bitcoin c'est peut-être pas si bon que ça, et ce changement de sentiment, ce changement d'émotion, c'est littéralement passé en 48 heures, ce qui est absolument dingue quand on compare avec d'autres actifs, d'accord? C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles et que finalement le métier de trader, ça ne s'invente pas. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va se concentrer, on va s'intéresser au bull run du Bitcoin et voir un petit peu de manière chronologique ce qui s'est passé. Parce que finalement, le regarder de cette perspective, ça va complètement enlever les émotions et juste garder l'analyse en tant que telle. Donc on va regarder ça en tant que fondamental, qu'est-ce qui a causé les différentes hausses, surtout qu'est-ce qui a causé les pertes récentes, d'accord? Puis après on va basculer vraiment sur mes graphiques où je vais vraiment te montrer de manière technique le graphique, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il est en train d'avoir, et puis par la suite justement à la fin de cette vidéo on va voir qu'est-ce qui va potentiellement arriver pour le Bitcoin, et puis moi personnellement aussi mes positions, qu'est-ce que je fais avec mon argent, est-ce que j'utilise cette raison de chute du Bitcoin à mon avantage pour en acheter, ou alors au contraire est-ce que j'en vends, enfin bref, tout ça on va voir en fin de vidéo, donc définitivement reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors maintenant qu'on est sur les graphiques, on va premièrement étudier de manière fondamentale en fait ce qui s'est passé dans le dernier bull run, on va dire exactement, puis après on va regarder vraiment au niveau analyse technique et je vais vraiment te donner moi personnellement mes positions, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Donc ce qu'on a vu, c'est donc évidemment à partir de fin 2020, on a vu la résistance des 20 000 $ qui a été cassée. Okay, ce mouvement, premièrement, il a été poussé par de l'argent institutionnel, d'accord? C'était de l'argent de fonds d'investissement, de grandes banques, etc., qui sont allés dans les cryptos, qui sont allés dans le Bitcoin et qui a fait qu'on a vu ce rallye, d'accord? Donc si on regarde d'un daily, on a vu qu'on est allé sur ces niveaux de 20 000, d'accord, donc qui était la résistance précédente, avec beaucoup de momentum, d'accord, beaucoup de momentum, et on a réussi justement à casser ces 20 000. Ce moment-là, c'était personnellement le moment où j'avais mes plus gros holdings, donc mes plus grosses positions en crypto, surtout en Bitcoin. Et je ne le prenais pas vraiment comme un investissement, mais plutôt comme un trade au moment où on a cassé les 20 000. Donc voilà, c'était le moment où j'avais mes plus gros holdings. Et donc, ce premier mouvement qui est monté jusqu'aux 40 000, pour moi, voilà, il était vraiment poussé par de l'argent institutionnel et c'était un mouvement en fait qui était après normal parce que tout simplement, il y avait plus d'argent qui rentrait dans le Bitcoin. Pourquoi? Majoritairement parce que les institutions financières, avec tout ce qui est en train de se passer, majoritairement avec l'inflation, on a eu les chiffres du CPI, etc. qui sont sortis, on voit que l'inflation, c'est clairement pas une blague, c'est en train d'arriver. Et donc on a vu beaucoup d'institutions financières qui ont vu le Bitcoin comme potentiellement une valeur refuge, d'accord? Comme on sait, le nombre de Bitcoin est limité, contrairement au dollar où il y a beaucoup d'impression, etc. qui cause justement cette inflation. Donc ça peut être quelque chose qui est donc limité, qui peut donc être rare, qui peut donc être un asset qui tient bien sa valeur, premièrement, et aussi le voyez comme un hedge contre l'inflation justement qui est clairement en train de se faire sentir, clairement en train d'arriver. Donc voilà, ça c'était le premier mouvement. Ensuite, on a vu une correction à partir des 40 000 $ qui était tout à fait normale, rien de particulièrement stressant ou quoi que ce soit. D'accord, on a juste vu des personnes prendre des profits, une correction qui est tout à fait normale jusqu'aux 30 000 $. Ok. Ensuite, bon, on est revenu, etc. Là où les choses, pour moi, ont complètement changé, c'est à partir du 8 février, ok? Donc le 8 février, donc qui était juste ici, tu peux voir cette grosse bougie. On a eu Elon Musk qui a donc tweeté sur Twitter que Tesla allait accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures. Donc évidemment, ça voudrait dire qu'il y a une adoption de masse pour le Bitcoin. Et donc le même jour, il y a eu une augmentation de 20%. Ok, donc si on regarde cette bougie dans la même journée, on a eu une augmentation de 20% pour le Bitcoin, qui est absolument énorme pour un asset aussi gros, avec une capitalisation boursière aussi grosse que le Bitcoin, d'accord? On n'est pas en train de parler d'un penny stock, d'une petite société de minage en Sierra Leone ou quelque chose, pas du tout, ok? On est en train de parler du Bitcoin. Donc 20% de hausse en une seule journée.
Après ça, évidemment, on a une suite de d'autres entreprises qui ont un peu suivi la hype de dire qu'ils allaient potentiellement aussi accepter le Bitcoin. On a aussi beaucoup d'autres entreprises, ainsi que Tesla, qui ont utilisé leurs réserves pour acheter du Bitcoin, donc tenir leurs réserves en Bitcoin, ou au moins une partie de leurs réserves en Bitcoin. À ce moment-là aussi, aux États-Unis, on avait les packages de stimulus, donc de l'argent qui était littéralement donné aux familles, aux personnes. Et donc cet argent, où il est allé, finalement, il y en a beaucoup qui est allé dans les cryptos, qui est allé dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule d'investissement qui est très facile d'entrer, d'accord? Si on veut investir dans des obligations, des bonds, ça va être plus compliqué que d'acheter du Bitcoin, qu'on peut littéralement faire sur une application mobile que tout le monde connaît, d'accord? On a beaucoup de cet argent qui est rentré dans le Bitcoin aussi. Pourquoi? Finalement, parce que les taux d'intérêt en ce moment à cause du Covid sont littéralement à 0% partout. Donc les personnes cherchent un retour sur investissement, donc ils savent très bien que ça sert à rien de laisser de l'argent en banque, donc c'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'argent rentrer dans le Bitcoin, ok? Donc ça c'était littéralement la hausse jusqu'au à peu près 65 000 $, d'accord? Et à partir de ce moment-là, on a vu une correction à la baisse, ok? Donc cette correction à la baisse jusqu'au 50 000, pour moi il n'y avait rien de bizarre, d'étrange, ok? Même si au niveau analyse technique qu'on va voir par la suite, on avait déjà des petits indicateurs, mais techniquement au niveau fondamental il n'y avait rien de spécial, ok? Puis on avait une correction, etc. On a continué. Et c'est vraiment à partir du 12 mai que là, les choses ont balancé, d'accord? Ont balancé. Pourquoi? Le 12 mai, tout simplement, tu te rappelles que le 8 février, on a eu Elon Musk qui nous a dit que Tesla acceptait le Bitcoin comme moyen de paiement. On a eu une hausse de 20%. Littéralement, tu peux voir que cette bougie, on a eu littéralement exactement la même à la BEPS le 12 mai. Pourquoi? Parce que Elon Musk a dit que Tesla finalement ne prenait plus le Bitcoin comme moyen de paiement à cause de problèmes environnementaux causés par le Bitcoin. Okay, donc évidemment on a eu cette grosse chute. Comme on sait, le Bitcoin c'est un actif qui est extrêmement volatile, d'accord, parce qu'il n'y a pas vraiment de valeur derrière, à part la valeur qu'on lui donne finalement. Et on a aussi beaucoup d'investisseurs retail, donc la panique sur les marchés est beaucoup plus importante. Le FOMO, donc Fear of Missing Out, est aussi beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on voit ces mouvements à la hausse qui durent, mais aussi ces mouvements à la baisse qui sont très agressifs parce qu'on a énormément de panique et des gens qui ne sont pas forcément très éduqués sur les marchés financiers qui prennent une place assez importante finalement sur les cryptos. Donc on a vu ce mouvement à la baisse qui a été donc suivi, et par la suite on a aussi vu la Chine qui a banni les crypto-monnaies pour les institutions financières, d'accord? Donc ça pareil qui a continué cette chute. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense vraiment donc, de cette chute? Donc ça c'est ce qui a vraiment causé la chute. Qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, l'histoire de la Chine, c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement peur pour les cryptos. Je pense que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que finalement, si on regarde, il y a énormément de choses qui sont interdites, qui sont bannies en Chine, dont Google par exemple, dont Facebook, WhatsApp, Insta. Enfin bref, c'est des entreprises qui marchent très bien sans la Chine, d'accord, qui a une capitalisation boursière absolument énorme. Donc voilà, sur ce sujet-là, pour moi, c'est pas vraiment un deal breaker. Maintenant, l'histoire de Elon Musk, je trouve juste ça un petit peu bizarre dans le sens où donc évidemment il était un petit peu référé en tant que le crypto god. Toute la communauté crypto qui est extrêmement forte, extrêmement soudée, était derrière lui parce qu'il a littéralement causé énormément de hausse pour le Bitcoin. Donc pour lui de commencer à dire des choses mauvaises sur le Bitcoin, sur les cryptos et à parler en fait des problèmes environnementaux, pour moi c'est pas très logique dans le sens où c'est pas du tout dans son avantage évidemment de se mettre toute une communauté crypto à dos, d'accord, ça endommage son image. Peut-être potentiellement toute cette communauté, c'est une communauté qui n'achètera pas ses services par la suite, qui n'achètera pas ses voitures Tesla, donc financièrement parlant c'est pas un move très smart de faire ça. Donc il y a une raison pour laquelle il le fait. De la même manière, je pense que Elon Musk c'est pas quelqu'un de débile clairement, et les problèmes environnementaux du Bitcoin, il était au courant avant d'en parler, d'accord, c'est pas quelque chose qui vient juste de découvrir après avoir regardé un documentaire sur Netflix, d'accord. Donc les raisons pour lesquelles il dit ça, et c'est pour moi qui veut voir le Bitcoin à des prix plus bas, d'accord. Je pense que c'est vraiment intéressant de regarder dans cette optique là, c'est pourquoi est-ce que Elon Musk voudrait voir les prix du Bitcoin plus bas qu'ils ne le sont actuellement. Parce que voilà, pour moi il n'y a que ça comme explication. Comme je t'ai dit, il prendrait énormément de risques
à faire ça, à se mettre toute une communauté à dos pour rien finalement, tu vois. Donc voilà, je pense que potentiellement peut-être qui recherchent justement à avoir des prix plus bas pour augmenter des investissements, je sais pas. Mais potentiellement, je pense que c'est super intéressant d'y penser de cette manière. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça, d'accord? Donc maintenant, je veux vraiment qu'on regarde ce bull run et puis ce renversement d'une manière technique, ok? Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais essayer d'illustrer. Donc comme je t'ai dit, ici on avait la résistance des 20 000 qu'on a cassé, d'accord? C'est le moment où j'avais mes plus gros holdings, mes plus grosses positions en crypto à la hausse. Donc on a eu ce premier mouvement qui était pour moi normal, ok? Et qui était poussé par les institutions financières et de l'argent institutionnel. Pas de souci. Ensuite, on a eu donc une correction qui était très normale, puis la hausse, etc. Ça on l'a vu, ok? Et donc si on le voit, en fait, je veux vraiment tu t'enlèves cette idée que le Bitcoin c'est une monnaie virtuelle, d'accord? Parce que ça a tendance à compliquer les choses. Imagine que là on regarde le prix d'une voiture, d'accord? Donc littéralement la voiture valait 20 000 euros, etc. À un moment donné elle en valait en gros 41 000, 42 000 dollars. À ce moment-là, on peut voir qu'il y a un renversement. Pourquoi? Tout simplement parce que plus personne n'achète, d'accord? À ces prix-là, 42 000 dollars, plus personne n'achète parce que finalement ils pensent que c'est pas valable, cette voiture ne vaut pas ce prix-là, donc personne achète. Donc si personne n'achète, il y a évidemment que les personnes qui vendent, donc le prix va tomber, d'accord? Le prix va tomber et on peut voir que c'est seulement à partir des 30 000 dollars que les personnes pensent que finalement c'est intéressant, cette voiture pour 30 000 dollars, je la veux. Donc les gens achètent à 30 000 dollars. C'est pour ça qu'on a vu un bottom et qu'on a vu le prix monter, ok? Là, on a vu le prix monter. On a vu qu'à ces niveaux-là, ok, donc précédemment à 42 000, les gens étaient en train de vendre cette voiture et pensaient que c'était trop cher. À ce moment-là, vu qu'on avait toute l'histoire d'Elon Musk, de Tesla, etc., les gens pensaient que finalement pas du tout. 42 000, c'est vraiment une bonne affaire pour acheter cette voiture. Les gens continuent à acheter, jusqu'à ce niveau qui était donc 57 000 dollars. Où les gens pensent, bon, 57 000 dollars pour cette voiture, c'est peut-être un peu beaucoup. Moi, personnellement, je ne vais pas l'acheter, ok? Donc, si personne n'achète, évidemment, les gens vendent, ce qui a causé cette baisse. Et c'est à partir de ce niveau-là, d'accord? Donc là, on était aux alentours des 45 000 dollars que les gens sont re-rentrés parce que c'est intéressant d'acheter cette voiture à 45 000, ok? On a eu un mouvement à la hausse, puis les gens ne voulaient plus acheter à 62 000. Puis donc on a eu la baisse, les gens sont re-rentrés à 51 000, d'accord? Donc on a vu que précédemment, les gens ont attendu que la voiture ait une valeur de 45 000 dollars avant de la racheter, parce que voilà. Mais cette fois, ils n'ont même pas attendu ça, d'accord? Le prix était à 51 000 dollars. Et pour eux, 51 000 dollars, c'est le nouveau prix de cette voiture. Ça vaut ces 51 000 dollars. C'est pour ça que les gens achètent à 51 000 dollars, d'accord? Après, donc, on a vu notre top qui était à 64 500, un truc comme ça. Ouais, voilà, dans les 64 500 à peu près, ok? Donc là, on a eu de la vente. Mais pour moi, là où on a vraiment eu un signe attention, un danger, ok? Que d'ailleurs j'avais noté, j'avais partagé, etc. C'est ces niveaux-là. Donc là, on a baissé. Pour l'instant, rien de particulier, rien de bizarre. Mais c'est, comme je t'ai dit, à chaque fois que le prix redescendait, on avait des acheteurs qui rentraient à des prix plus hauts, d'accord? À des prix plus hauts parce que la voiture a plus de valeur, elle est plus importante, donc les gens veulent toujours l'acheter alors qu'elle est plus chère, ok? Mais à ce moment-là, donc on a vu que la dernière fois, les gens à 51 000 dollars, en gros, sont rentrés et ont acheté la voiture, d'accord? C'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, tiens, c'est le bon moment d'acheter. Cette fois-ci, le prix est tombé, on est arrivé au même niveau, 51 000, donc ça devrait être pareil, les gens devraient vouloir acheter, on est d'accord? Mais qu'est-ce qu'on a vu? Finalement, les gens n'ont pas acheté, ok? Les gens n'ont pas acheté la voiture à 51 000. Ils ont attendu qu'elle descende jusqu'à 47 000, 48 000 dollars avant de revenir et de racheter. Donc ça, pour moi, déjà, c'est un premier signe que finalement, on est peut-être en train de renverser une tendance plutôt à la vente qu'à l'achat parce que les gens sont moins intéressés d'acheter, tout simplement. Et c'est pas que je le devine ou quoi que ce soit, c'est le graphique qui me le montre, ok? On a vu cette hausse, d'accord? Donc une correction qui est absolument normale, d'accord? On a vu des hausses-baisses, donc une correction qui est normale. Et à ces moments-là, pareil, on a vu que les gens ont commencé à vendre la voiture à 59 000 dollars, d'accord? Au lieu des 64 500 qu'on a vu, d'accord? C'était ce niveau-là où les gens se sont dit, tiens, cette fois on est à 58 000, 59 000 dollars, c'est trop cher, j'en veux plus, je vais pas acheter, ok? Et c'est là qu'on a vu vraiment cette baisse. Donc qu'est-ce que moi personnellement j'ai fait? J'ai liquidé 75% de mes holdings en crypto quand on était à ces niveaux-là, d'accord? Donc début mai, j'ai liquidé 75% de ce que j'avais dans les 58, 59 000 dollars, d'accord? Pas parce que j'ai eu un coup de chance ou quelque chose, mais vraiment à cause de ça, d'accord? On est revenu. Donc pour moi, cette correction, c'était l'opportunité de sortir une majorité de fonds, d'accord, et de rentrer potentiellement plus tard, d'accord. Et puis c'est vraiment là qu'on a vu cette baisse qui était donc de manière technique
assez logique, d'accord? Et là, on n'a même pas utilisé des patterns, des Fibonacci, des trendlines, de ce que tu veux. Non, là, juste on a regardé le price action en lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous a juste montré qu'on avait ce renversement, d'accord? Maintenant, je vais te montrer mes graphes du Bitcoin personnel et tu vas voir exactement en fait ce que je viens de t'expliquer. Donc on avait cette hausse, dans la hausse on avait plein d'opportunités d'achat, etc. Donc ça c'est ce que je te dis, c'est le moment où j'étais vraiment lourd sur les cryptos. Et puis donc voilà, là c'est les moments où on voit que tout le monde achète à des prix plus haut, plus haut, plus haut. Là le moment, comme je t'ai dit, on a vraiment notre premier signe d'un potentiel renversement. Tu vois que si on prend exactement ce niveau-là, il n'a pas été respecté, d'accord? On n'a pas vu des acheteurs rentrer, on l'a cassé. On est revenu. Et donc, comme je t'ai dit, c'est au moment où on est revenu que j'ai liquidé mes positions en Bitcoin, en Ethereum, en crypto, d'accord, qui étaient au niveau Fibonacci, donc très très propre aussi. On avait une belle résistance et c'est à ces moments-là qu'on est tombé. Ok, donc une belle sortie. Maintenant, personnellement, qu'est-ce que je pense? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai racheté? Où est-ce qu'on en est vraiment? Donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le lundi 24 mai. Et hier, donc dimanche, j'ai racheté du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Au dip qu'on a eu hier. Donc le Bitcoin vers les 30 000 $, d'accord? Donc voilà, je le dis personnellement, moi j'ai racheté à ce moment-là. Quelque chose que je trouve super intéressant en fait, pourquoi j'ai racheté à ces niveaux-là, c'est majoritairement pour le support des 30 000. Comme je t'ai dit, le premier mouvement, il a été normal pour moi, si on regarde de manière fondamentale, poussé par les institutions financières, ok? Et puis on a eu une correction jusqu'aux 30 000 $, qui était tout à fait normal. Donc pour moi, c'est le moment où les gens sont re-rentrés parce que les prix étaient bons. Donc c'est vraiment un support très important au niveau fondamental, au niveau psychologique aussi, c'est une baisse de 50% pile. Voilà, donc pour moi les niveaux de 30 000 étaient extrêmement importants, c'est pour ça que j'étais intéressé de rentrer sur ces 30 000. Deuxième raison, si on regarde sur un graphique logarithme, ok, donc graphique logarithme c'est quelque chose que je recommande si tu regardes un actif financier qui a tendance à être exponentiel. Donc c'est le cas du Bitcoin, ok. Si on le regarde pas de manière logarithme et qu'on le regarde en monthly, tu vas voir que voilà, c'est carrément exponentiel dans le sens où on voit même pas les bougies du début, ok. Donc de cette manière, tu regardes sur un graphique logarithme et ça va te donner quelque chose comme ça, ok. Si tu veux en savoir plus sur ça, je te conseille juste de taper logarithme sur internet. Tu vas voir exactement ce que c'est quelque chose de mathématique simplement. Mais donc, ce que je voulais te montrer en fait au niveau du Bitcoin, c'est si on le regarde de manière logarithme, ce que j'aime faire donc justement sur des assets comme le Bitcoin, c'est une trendline finalement qui est juste extrêmement propre, qui date de début 2020, d'accord, avec une touche, deux touches, et là on est venu pour notre troisième touche qui est donc normale. Si on regarde le graphique comme ça, c'est une correction qui est en fait assez normale. Au niveau des 30 000, et donc comme je te dis, c'est là où je suis personnellement rentré. Maintenant, je veux vraiment clarifier beaucoup de choses, ok, et je sais qu'on va me poser beaucoup de questions au niveau de mes positions. Donc premièrement, la chose à savoir, c'est que les cryptos, le Bitcoin, etc., ça représente 5% de mon portfolio total investissement, ok. Donc finalement c'est très peu, donc si je compare à d'autres assets, etc., j'ai seulement 5% de mon portfolio total en Bitcoin. Ce qui fait que vu que j'ai 5% de mon capital total, mon portfolio en crypto, si je me mange une baisse extrêmement violente, ça va pas vraiment m'affecter, ça va pas vraiment affecter mon net worth, mon capital total, parce que voilà, comme je te dis, si j'avais pas revendu, etc., à ces moments-là et j'avais vraiment tout gardé, j'étais je ne sais où et j'avais rien vu, et que je m'étais pris une baisse de 50%, bon bah voilà, mon capital total serait passé de 5% en crypto à 2,5% finalement, ce qui, dans la grandeur des choses, 2,5% drawdown, bah finalement c'est pas énorme, et donc ça serait vraiment pas un problème dans ma situation. Maintenant, deuxième chose, c'est comme je t'ai dit, j'ai racheté au niveau des 30 000 $, d'accord. Pourquoi est-ce que j'ai racheté au niveau des 30 000 $? Premièrement, parce que je pense que c'est un bon moment d'entrée. Les cryptos, c'est quelque chose dans lequel je crois. Je pense qu'il y a un potentiel dans le futur. Donc, c'est quelque chose dans lequel j'aimerais être. D'accord, je pense qu'on a eu une baisse de 50%. C'est un bon moment pour moi de rentrer. Mais surtout, parce que j'avais liquidé 75% de mes positions ici. Donc, finalement, j'avais plus ces 5% de mon portfolio en crypto, ce qui est le montant que je veux. Je l'avais plus, d'accord. Donc finalement j'ai rajouté de l'achat sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, etc. Pour retrouver ces 5% de holding dans mon portfolio, ok. Donc ça c'est quelque chose à comprendre. Et donc ce que je veux vraiment dire en fait sur le Bitcoin, c'est que malheureusement il y a trop de personnes qui le voient comme un véhicule financier pour devenir très riche très rapidement. C'est la solution en fait. Et il faut vraiment pas le voir comme ça. Il faut le voir comme un moyen de diversification. C'est comme ça que moi personnellement je le vois. C'est sûr, je pourrais avoir 90% de mon portfolio dans les cryptos
Si ça double, c'est sûr que je vais faire extrêmement d'argent, je vais gagner beaucoup d'argent de manière très rapide. Mais c'est clairement pas le but et il y a énormément de risques. Les personnes voient le potentiel de gain mais voient pas le potentiel de perte en fait. C'est le problème qu'on voit beaucoup. Donc je veux vraiment que tu vois le Bitcoin, je veux que tu vois les cryptos comme un moyen de diversification dans ton portfolio, dans ta stratégie d'investissement, mais pas un truc to the moon, on met tout dans les cryptos et puis voilà, on regarde même pas le fait que ça peut potentiellement baisser. Et donc justement dans ce sens, vu que les personnes le voient comme un actif financier dans lequel tu peux devenir très riche très rapidement, qu'est-ce que tu regardes? Ok, donc dans mon cas par exemple j'ai racheté à 30 000, ok, si ça revient aux 60 000, là on était à peu près, je fais du 100%, donc je double mon investissement. Ok, donc si je mets 500 000 euros, ça veut dire que je ressors mon portfolio il y a 1 million. Ok, super cool. D'accord, très bien, ça c'est la hausse. Mais les gens ne pensent pas du tout à la baisse qui peut carrément arriver. D'accord, je peux rentrer à 30 000. Si on casse ce support de 30 000, qui est carrément possible, d'accord, qui est possible, et on va jusqu'au 20 000, ça veut dire que je suis à moins 35%, d'accord. Si j'ai 100 000 euros, j'ai perdu 35 000 euros. Est-ce que je suis confortable avec ça? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Certes, comme je l'ai dit hier, donc j'ai racheté, j'ai remis de l'argent en crypto, en bitcoin, etc. Et depuis hier, on a eu une hausse, ok, qui est très bien. Donc je suis up à environ 25-30% sur mes holdings que j'ai mis hier. Donc en termes monétaires, c'est vrai que j'ai gagné beaucoup en 24 heures. Très bien. Mais aussi de la même manière, j'aurais pu perdre beaucoup. Et c'est pour ça que ce que j'ai mis, ça représente seulement 5% de mon portfolio. Et c'est extrêmement calculé. Quelque chose aussi que je veux vraiment dire, c'est que quand tu as des holdings qui sont extrêmement importantes en crypto, ok, que tu as 80% de ton portfolio. Quand je dis portfolio d'ailleurs, c'est par exemple si tu as 10 000 euros d'économie et que tu as 8 000 euros en crypto, c'est 80% de ton portefeuille. Et d'ailleurs, tu n'as même pas une marge de sécurité dans le sens où si quelque chose vraiment t'arrive, si ta voiture tombe en panne, tu n'as même pas d'argent pour réparer cette voiture. Donc déjà, c'est assez risqué. Mais bon, ça veut dire que tu as 80% de ton portfolio en Bitcoin ou en crypto. C'est assez chaud. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi tu as plus de potentiel de perte à faire ça que de gain. Parce que tu pourrais te dire, oui, non, mais si je mets après tout ce que j'ai à 30 000, certes, ça peut prendre 100%, ça peut aussi perdre. J'ai une chance sur deux en quelque sorte. Mais la vérité, c'est que non, tu n'as pas une chance sur deux de gagner ou de perdre, tu as plus de chances de perdre. Pourquoi? Parce que quand tu es trop lourd sur un actif financier, tu vas avoir tes émotions qui vont rentrer. Donc tu vas avoir tout un côté psychologique que tu n'auras pas si tu as moins d'argent en fait. Donc tu as plus de chances de perdre parce que tu as plus de chances de panic sell finalement, de voir par exemple une chute qui continue, d'accord, le Bitcoin continue à chuter et te dire putain finalement en fait j'avais tort sur toute la ligne, le Bitcoin c'est un scam, je vais sortir, tu vends sous un état de panique. Pas parce que c'est une décision réfléchie, mais tout simplement parce que tu es extrêmement lourd, donc tu as beaucoup d'émotions, donc tu fais ça, ok. Pareil à la hausse, tu vas potentiellement prendre tes profits plus tôt parce que ça représente beaucoup d'argent pour toi en termes de pourcentage. Donc voilà, comme je te dis, si tu es trop lourd sur les cryptos, ton potentiel de perte est plus haut que ton potentiel de gain, ok. Ce qui n'est pas le cas, par exemple dans mon cas, quand j'ai 5% de mon portfolio, si on voit les cryptos, les bitcoins qui continuent à baisser, ok, pour moi ça va pas être quelque chose de gros émotionnellement, ça va pas vraiment m'affecter, ça va pas changer ce que je mange le soir. Donc voilà, je vais pas faire de décision potentiellement débile. Donc voilà, ça c'est personnellement mon avis sur le Bitcoin. J'espère que ça t'a plu cette vidéo de justement voir au niveau fondamental. J'aime vraiment bien toujours regarder au niveau des bases, qu'est-ce qui se passe. Après au niveau technique, ce qui s'est passé, etc. Donc si ce type de vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me laisser un pouce bleu. Je poste une vidéo ici sur YouTube à propos de la finance, du trading, de l'investissement, c'est mon métier à plein temps. Donc je poste une vidéo sur ça tous les dimanches. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne juste ici. Sous cette vidéo, dans la description, tu trouveras tous les liens de ma formation, de mes services, de mes réseaux sociaux, de mon site, etc. si ça t'intéresse. Si tu veux aussi me contacter personnellement pour quoi que ce soit, tu peux me contacter sur Instagram qui s'affiche juste ici et m'envoyer un message direct. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et que t'as trouvé de la valeur. C'était Elliot, passe une super fin de journée. Ciao.